Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Hatim Ben Ahmed, président de l'AMIC, l'Association marocaine des investisseurs en capital. C'est Hatim, bonjour. Adil, bonjour. Alors, on vous reçoit dans le cadre de la grande conférence annuelle qu'organise l'AMIC chaque année. Beaucoup d'intervenants du Maroc et de la région, on le voit à l'instant avec ces quelques images qu'on diffuse à l'écran et notamment la présence, entre autres, de Mohamed Ben Chaboun, directeur général du fonds Mohamed VI, qui a un peu parlé avec vos membres concernant les attentes de ce fonds et surtout, je vous ferai réagir tout à l'heure sur ce fonds. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant que capital investisseur? Et avant d'en parler de ce fameux fonds, eh bien, on va parler un peu avec vous de votre secteur d'activité, le private equity. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2022? Comment était le cru? Oh, merci Adil pour la question. Alors, tout d'abord, effectivement, moi je tiens à remercier tout le monde d'avoir soutenu cette conférence qui a été un vrai succès de par la présence de tous les professionnels de la place et la qualité des intervenants. Donc on a pu, je pense, débattre de beaucoup de sujets qui nous tiennent à cœur dans la profession et on a pu démontrer à quel point le capital investissement est fondamental à l'économie nationale. Alors pour ce qui est de votre question sur le 2022 a été un bon cru, meilleur que 2021 sur certains aspects, un peu moins beau sur d'autres. Clairement, ce qui a été incroyable en 2022, c'est le volume d'exit. Donc nous, c'est un des éléments que dans le capital investissement, on surveille de près, c'est la capacité des opérateurs à céder leur participation, puisque leur permet ensuite de réinvestir dans la foulée. Donc c'est très important pour nous. Trouver des cibles, c'est facile, en sortir, c'est un peu moins. Exactement. Alors ça a été un des grands sujets de la profession, ce qu'on appelle la liquidité. Donc c'est un des grands sujets de la profession sur le continent et au Maroc, c'est pas différent. Donc en 2022, on a eu pour 1,4 milliard, je regardais mes notes, 1,4 milliard de sessions qui ont été réalisées, 1,4 milliard de dirhams de sessions réalisées en 2022 contre 900 l'année précédente. Donc on a eu quasiment 50% d'augmentation. Alors ça s'est fait sur certaines opérations médiatisées que vous connaissez, Disti et Agdital, sur la bourse de Casablanca, mais aussi par bien d'autres opérations moins médiatisées, donc des sessions privées, soit rachat par le manager, soit cession à un stratégique ou cession à un autre fonds d'investissement. Donc cette dynamique de cession pour nous, elle est très importante et 2022 montre que les opérateurs de private equity marocains arrivent de mieux en mieux à dépasser ce problème de la liquidité. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. En termes d'investissement, on est plutôt sur de la stabilité par rapport à l'an passé, puisqu'à peu près 900 millions de dirhams ont été déployés en 2022 et à peu près le même montant en 2021. Donc, on est sur une phase plutôt stable, proche du milliard de dirhams déployés sur un certain nombre de transactions sur tous les segments. La taille moyenne du deal en 2022 était de 48 millions de dirhams, qui inclut aussi les deals venture capital, dont la taille moyenne est plutôt entre 5 et 10 millions. Donc, retraité de ces opérations-là. Alors, retraité de ces opérations-là, on est plutôt dans les 100 millions de dirhams en moyenne. Okay. Voilà, ça c'est un bon chiffre. 100 millions, c'est un bon chiffre parce que ça signifie qu'on adresse la bonne PME marocaine. Okay. La plupart des opérations sont de l'augmentation de capital, donc de la renforcement de capitaux propres des sociétés. 100 millions de dirhams, on veut dire, voilà, c'est-à-dire qu'en moyenne, on parle de gens qui ont des tailles de fonds entre 800 et 1 milliard de dirhams pour pouvoir faire une dizaine d'opérations. Donc, on est sur la taille, je pense, le cœur du marché marocain, il est sur ces segments-là et il est adressé par les opérateurs, sachant qu'on a encore un immense pan de marché qui sont les deals entre 50 et 100 millions, qui ne sont pas très adressés encore. Et on pourra en parler tout à l'heure dans le cadre du fonds Mohamed VI. Ça va être un des enjeux aussi, mais ce segment-là, de 50 à 100 millions. Alors, ça, ce sont les bonnes choses de 2022. Ce qui s'est un peu moins bien passé en 2022, c'est la levée de fonds, puisque les opérateurs ont levé collectivement à peu près 1 milliard de dirhams sur 2022, contre 1,8 milliard en 2021. C'est moitié moins à peu près. C'est moitié moins. Alors, c'est totalement en ligne avec le fundraising africain. 2022, les chiffres, c'est 2 milliards de dollars sur le continent, contre 4 milliards en 2021. Donc on est à droite ligne de la baisse du volume levé sur le continent africain, alors que le volume levé mondial du pays est stable, 800 milliards de dollars. 2022,
à peu près la même chose en 2021. Donc le sujet, il est plutôt sur les emerging markets, sur l'Afrique. Et donc le Maroc est totalement dans cette même poche. Il y a plusieurs raisons à ça, on pourra les adresser si vous voulez. Mais donc voilà, ça je pense c'est la déception de l'année 2022 et c'est tout l'intérêt de la conférence de cette année, la conférence de l'AMIC, c'est pour essayer de réenclencher cette dynamique de la levée de fonds. Alors, comment l'expliquer? Est-ce que c'est en lien avec la hausse du dollar? Est-ce que c'est en lien avec la hausse des taux qui rendent… Alors, en théorie, oui. Mais dans la réalité, non. Puisque quand vous voyez la levée mondiale du private equity en 2022, pareil qu'en 2021. Donc, en gros, le private equity reste une classe d'actifs extrêmement intéressante pour les opérateurs. Alors, c'est vrai que la montée du dollar rend, on va dire, le gain supplémentaire du privé moins faible que ce qu'il était par avant, mais ça reste néanmoins attractif. Donc, je pense que mondialement, c'est une classe d'actifs qui reste très attractive. Non, le problème que l'on a en Afrique et au Maroc, on va dire, c'est celui qu'on a expliqué, je pense, aujourd'hui dans le cadre de la conférence, c'est que la grande majorité des investisseurs dans notre classe d'actifs, ce ne sont pas des instituts privés, ce sont des DFI, ce sont les organismes de développement internationaux. Les DFI représentent pas loin de 80% des investisseurs sur le continent africain. Je pense qu'on est le continent avec, et le Maroc n'est pas différent, avec le moins de capital privé local dans la classe d'actifs. Donc, ce qui s'est passé en 2022, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la capacité des équipes de capital investissement d'investir dépend des politiques publiques étrangères. En 2022, il y a eu un shift vers les priorités. L'Europe de l'Est, une guerre en Ukraine en cours, avec des gros sujets. Et donc, les grands DFI mondiaux ont réorienté une partie significative des capitaux vers cette zone de conflit qui est importante pour eux. Deuxième sujet, c'est la priorité donnée à la lutte contre le réchauffement climatique. Une grosse enveloppe, une enveloppe significative d'investissement qui était avant dédiée au marché émergent a été rebasculée vers les projets de lutte contre le réchauffement climatique. Donc du coup, nous, Africains, Marocains, on se retrouve avec moins, beaucoup moins. Alors le marché est toujours là, mais on se retrouve avec beaucoup moins. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'investisseurs locaux qui savent prendre le relais. Et comment faire évoluer tout cela? Alors, le fait qu'on n'ait pas de capital local, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai dit lors de la conférence, je prends l'exemple du Maroc, mais c'est le cas de tous les pays africains. À l'exception de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est. Comme toujours, il y a une maturité. Il y a une maturité, même voilà, au Kenya, on retrouve les fonds de pension locaux, etc., etc. Nous, on a, je pense, on a un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que c'est même philosophiquement pas compréhensible que l'on prélève des primes au Maroc, des cotisations au Maroc, des contributions au Maroc et que ceux qui prélèvent tout ça ne réinvestissent pas dans le capital productif qui demain va être générateur des primes de demain et des cotisations de demain, etc. Si ce n'est pas eux qui le font, c'est qui? Ça ne peut pas être tout le temps l'État. Le Fonds Mohamed VI, c'est un début de réponse, mais ça ne peut pas être tout le temps l'État. Donc c'est au tour des privés de prendre le relais. Alors pour qu'ils prennent le relais, c'est évident qu'il va falloir établir une confiance entre les institutions marocaines privées et les opérateurs de private equity marocains. Parce que certains instituts, et là il faut on va dire, leur rendre cela, avaient fait une tentative de soutien de l'industrie il y a une vingtaine d'années. Mauvaise expérience, ils l'ont gardé en tête. Mais c'est normal parce que, et c'est là où je pense 15 à 20 ans c'est long, et je pense que c'est suffisamment long pour pouvoir rebondir. Les instituts ont soutenu l'industrie il y a une quinzaine ou vingtaine d'années alors qu'elle venait de démarrer. Alors, quand on démarre une industrie, il y a des erreurs, il y a une learning curve dans tous les métiers. Et je pense qu'au contraire, je pense que la mentalité, ça devrait être de dire j'ai soutenu une équipe ou des équipes, elles ont fait des erreurs, maintenant on va encore plus les soutenir parce que le volume d'erreurs va baisser. En tout cas, c'est la mentalité qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis ou ailleurs, en disant voilà, maintenant, we're going to double down parce qu'elles ont appris. Donc, on n'a pas, nous, on n'a pas eu ce retour-là. Et puis, l'autre élément, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand le private equity est encore
très, on va dire, en train de bégayer dans les débuts 2003-2005, mais le Maroc venait à peine de démarrer sa mutation économique. Je veux dire depuis l'avènement du règne de Sa Majesté Mohamed VI en 1999, transformation du paysage, tout s'est transformé. Et donc, ce n'est pas en 5 ans qu'on voit les fruits d'un changement, un chantier pareil. En revanche, 20 ans plus tard, là, on peut dire que voilà, le capital marocain est très différent de ce qu'il était il y a 25 ans. Et ils ne sont toujours pas réceptifs à ce discours-là? Alors, pas tant que ça. Et donc, je pense que le fonds Mohamed VI oui. Lance un message. Et le message, c'est de dire l'État y croit. L'État y met des moyens qui ont été ponctionnés dans le budget de l'État. Donc l'État y croit. Si l'État y croit, la moindre des choses, c'est qu'ensemble, tout le secteur privé, on fasse l'effort d'y croire aussi. Alors rappelons juste que le fonds Mohamed VI est en train de sélectionner actuellement des sociétés de gestion de private equity qui vont l'accompagner pour investir dans l'économie marocaine, n'est-ce pas? Exact. Ok, donc il est en train de faire le travail que devait faire l'investisseur institutionnel privé. Alors il le fait en complément. Voilà. Okay. Je pense que ce travail est toujours important. Normalement, il doit être fait en complément, sauf que là, il est fait à la place d'eux. Mais il va entraîner avec lui les investissements privés. Puisque le fonds Mohamed VI, les équipes du fonds Mohamed VI ont été claires. Ils n'investiront dans les sociétés de gestion que si les sociétés de gestion sont capables d'attirer, en plus de l'argent du fonds Mohamed VI, un montant significatif d'investissement privé. Donc, il va falloir, donc c'est un message qui est envoyé à toute la place marocaine en disant il va falloir accompagner l'initiative certainement et soutenir les sociétés de gestion, soutenir le programme du fonds Mohamed VI en accompagnant le capital investissement. Donc, je pense que 2023, ça devrait être l'année du renouveau là-dessus, l'année du rétablissement de la confiance. Je pense que les gens pourront voir que les performances des opérateurs marocains ne sont pas ni meilleures ni moins bonnes que les opérateurs non marocains étrangers. Et donc, il y a totalement à nous faire confiance là-dessus. D'autant plus que nous sommes les seuls à investir dans les PME marocaines. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme dans d'autres géographies, je prends l'exemple du Golfe, où il y a toutes les family office locaux qui investissent dans tous les business qu'ils peuvent trouver. En créant eux-mêmes leur propre industrie du capital investissement au niveau des family office. Donc nous, on n'a pas ce genre de structure de capital. Donc on a uniquement des familles qui investissent dans les business qu'ils ont lancés. Et puis nous avons nous qui investissons au capital de nombreuses PME. Donc on est le seul vecteur possible pour investir au capital de PME. Et donc je pense que voilà, on est équipé. Et d'autant plus que les barrières, on pourra en parler tout à l'heure, réglementaires, historiques, ont été totalement levées avec la nouvelle loi au PCC. On pourra en parler tout à l'heure. Donc je pense qu'il n'y a plus de raison valable. Et donc encore une fois, l'enjeu pour nous est de demander aux instituts marocains non pas de mettre 10 à 15% de leur bilan dans le private equity, comme le font d'autres instituts aux États-Unis ou en Europe. On n'est pas là, mais on aimerait que ça passe de 0% ou de 0,1% à quelques pourcents. En moyenne, aux États-Unis, je pense qu'on est autour de 15% des actifs alloués. Oui, c'est ça. Les chiffres dépendent des fonds de pension. Ça peut aller jusqu'à 20 sur ceux qui sont sur l'infrastructure. L'infrastructure, voilà, les endowments des grandes universités sont dans les 20. Mais voilà, je pense 10 à 15, c'est un bon chiffre. Il y a plus de private equity que d'immobilier dans les grands fonds de pension parce que, évidemment, la capacité de return est plus forte. Et encore une fois, nous, sur le continent africain et au Maroc en particulier, on ne se compare pas avec les US. Les US, ils ont des niveaux de returns qui sont très élevés et pour plein de raisons, et notamment parce qu'ils ont un accès à de la dette démentiel et au bon coût. Donc, du coup, ça permet aux SDG de beaucoup leverager leur investissement et donc générer plus de TRI pour l'investissement. Nous, on est dans un marché où la dette est plus chère et réduite. Donc, c'est plus dur pour nous de nous matcher avec eux. Donc, on n'est pas dans la même ligue. Mais à notre niveau, on génère du rendement, on génère un alpha et ça, nos instituts doivent venir nous voir, ils doivent nous écouter pour permettre, je pense, de proposer cette classe d'actifs dans leur portefeuille. On est sur quel niveau de TRI actuellement dans votre secteur en moyenne? Nous, quand on regarde le rapport d'AMIC sur lequel on a communiqué, je pense qu'on est sur du 8 à 11%
dans la classe d'actifs des sorties réalisées actuellement. Donc, ça donne un début d'idée de ce à quoi on va arriver, je pense, sur la fin de vie des fonds. Alors, il y a eu, je crois, et ça, on est sur des rendements qui sont très proches de ce que fait le capital développement en France. Dans les derniers rapports en France, le capital développement est entre 8 et 10% sur ça. Donc, on est, je pense, sur des rendements qui ne sont pas très loin de ça. Certains collègues font mieux, d'autres collègues font un peu moins bien. Mais globalement, je pense qu'on est capable de générer de manière fréquente, on va dire soutenable, un rendement significatif. Aux US, ils sont 15, 16, 17, 18 net, ça c'est vrai, mais grâce aux effets de leverage que nous on n'a pas. Donc je pense que, encore une fois, faire 10% net sur 10 ans, 9% net sur 10 ans, c'est tripler la taille des business dans lesquels on investit. Donc c'est très significatif et ça génère énormément d'impact dans l'économie. Donc je pense qu'on est sur des rendements qui sont maintenant attractifs et qui permettent d'investir, on va dire, en tout cas une toute petite partie des actifs disponibles chez les instituts. Donc je pense que le gros enjeu pour nous en 2023, c'est vraiment la levée de fonds. Ça a été dit et redit, les deals, Keynes, aujourd'hui, les sorties, on commence à démontrer qu'on sait faire. Il y en a fréquemment. Là, ça fait 6-7 ans, à peu près chaque 18 mois, on a une sortie à travers la bourse. Oui, voilà, il y a ça, ça bouge. Et je pense que, on ne commente pas les rumeurs, mais il devrait y en avoir d'autres dans le futur. Donc, c'est des bonnes choses. Certaines sont de notoriété publique. Oui, voilà, je n'ai pas de commentaires. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Donc ça, je pense que c'est lancé. Le marché privé de gré à gré aussi en session, il est dynamique. Voilà, l'investissement, les deals, ils sont là. Donc la levée de fonds, c'est le missing middle. Et on a besoin maintenant, puisqu'on a les DFI qui jouent le jeu, même si on a d'autres challenges, ça on pourra en parler aussi, pour attirer plus de DFI au Maroc. Et maintenant, on doit rétablir la confiance avec les instituts marocains. Alors justement, qu'est-ce qui vous reste à faire pour rendre votre secteur un peu plus attractif? On a parlé des instituts, chercher le moyen de les accompagner. Tout à l'heure, vous parliez de la nouvelle loi sur les OPCC qui facilite le travail. Qu'est-ce qui reste comme entrave à votre développement? Alors, c'est clair que la nouvelle loi OPCC, qui y a énormément de sujets qu'elle améliore, et le plus important, la création d'un régime de fonctionnement allégé pour les investisseurs dits professionnels. Et c'est 99% des investisseurs dans la classe d'actifs sont professionnels. Donc, on va pouvoir avoir des OPCC dont le temps d'approbation au niveau du régulateur vont être réduites. Donc ça, c'est excellent. Et dont le fonctionnement devrait être plus flexible, en accord avec ce que veulent les investisseurs. Donc ça, c'est clair que c'est un vrai gain. Et moi, je remercierai jamais assez les équipes du ministère des Finances, du régulateur et de la Banque mondiale qui ont permis d'aider l'écosystème avec de l'assistance technique, d'avoir pu permettre à cette loi de sortir. Ça, c'est premièrement. Je pense que ce qui nous manque, un des gros enjeux qui nous reste à une des grandes batailles qu'on a encore à mener, il y en a deux, je pense. Il y en a une qui est, on a un sujet de frottement fiscal fort de TVA au niveau des fonds. Et ça, c'est un sujet qui revient depuis une dizaine d'années. Pourquoi aucun gouvernement n'a osé changer la chose? Je crois que c'est toujours sur la même chose, c'est une question de priorité. On est un petit métier avec une centaine de professionnels. Expliquez-nous d'abord le problème. Le problème est simple. La manière dont une société de gestion se rémunère, c'est facturer le fonds d'honoraires de gestion. Chaque année, on facture un montant au fonds. Or, le fonds ne réalise pas de chiffre d'affaires. Le fonds ne fait qu'investir et désinvestir. Donc, le fonds génère des dividendes et des plus-values de cession. Ni l'une ni l'autre n'est soumise à TVA. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a, on va dire, la gestion facture ses honoraires avec la TVA en plus, qui devient du coup pour le fonds une charge, puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires pour le fonds. Donc, cette TVA devient une perte pour les investisseurs, complémentaire, qui n'a aucun sens, puisque en fait, c'est même de l'argent que le fonds ne peut pas utiliser pour investir dans les sociétés, c'est de la perte pure. Donc cette charge-là, nous on considère que c'est de l'inéquité fiscale
on considère qu'on perd de capacité d'investissement, puisqu'on perd 20% à peu près d'un montant. C'est peut-être 0,4 ou 0,5% du fonds. Mais voilà, ça peut venir assez significatif si on cumule toutes les tailles des fonds. Et surtout, ça rend la place marocaine non compétitive par rapport aux autres places. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a du mal à attirer les investisseurs étrangers dans nos OPCC, c'est que quand on compare ce régime fiscal aux autres, les autres, évidemment, les institutions facturent sans TVA, parce que ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un des grands sujets. Et donc, évidemment, au niveau de la MIC, on va continuer de mettre ça sur la table chaque année. Pour le gouvernement, c'est toujours une question de priorité. Il faut trancher par rapport à ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Nous, on pense qu'on a une window en 2023, puisque avec la capacité d'investissement du fonds Mohamed VI, comme une partie de ça, du coup, va être grévée de la TVA sur le montant perdu, c'est autant d'argent qui ne sera pas dédié à l'investissement. Donc, on a, je pense, peut-être une opportunité de mieux expliquer notre sujet cette année. Donc, ça, c'est une des batailles qu'on doit encore mener au niveau de la MIC. Et je pense que la seconde est avec l'office d'échange, puisque, encore une fois, si on veut être compétitif avec les autres places financières, sur le continent africain, il y a une place leader, c'est Maurice. Tous les fonds régionaux sont installés à Maurice. Et tous les DFI ne veulent investir que à Maurice en Afrique. Ne veulent pas de véhicule local. Pourquoi? Malgré le fait que les règles de fonctionnement d'un OPCC marocain sont très similaires à celles d'un véhicule à Maurice. Mais une des raisons, c'est que le véhicule marocain n'a pas une immense flexibilité quant à l'investissement à l'étranger. Alors, c'est possible en théorie d'investir l'argent étranger, mais du coup, ça signifie que l'investissement des Marocains ne peut pas aller à l'étranger. Donc, ce qui rend complexe une mécanique. Si vous avez dans un véhicule des gens dont l'argent peut aller à l'étranger et vous non, ça rend complexe la création d'une mécanique, qui n'est pas impossible, mais qui est complexe. Or, vous avez d'autres véhicules où ils disent non, c'est tout simple ici, il n'y a pas de différence, tout le monde est pareil, faites ce que vous voulez avec votre argent. Donc, je pense que du coup, si on veut un jour attirer les DFI sur des fonds monopays, Maroc uniquement, et pas que du continental ou du régional, en disant venez sur un fonds Maroc uniquement, basé au Maroc, peut-être avec une poche à l'étranger, il faut rendre flexible, je pense au niveau du régime d'échange, l'OPCC. Donc voilà un des enjeux qu'on a à mener. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Bon courage pour toutes ces batailles qui vous attendent. Et encore une fois, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Hatim Ben Ahmed, président de la MIC. Si Adil, merci beaucoup, c'était un plaisir. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.